Bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée à la directrice artistique, costumière et graphiste Eiko Ishioka. Même si son nom ne vous évoque pas grand chose, nul doute que l'œuvre de cet artiste reconnu, décédé en 2012, ne vous est pas totalement inconnue. Retour sur sa carrière et particulièrement sur sa contribution au monde du cinéma. Née au Japon en 1938 d'un père graphiste et d'une mère femme au foyer, comme la plupart des femmes à l'époque, Eiko Ishioka développe assez tôt un goût pour l'art. Si ses parents la soutiennent dans cette voie, son père ne souhaite néanmoins pas la voir emprunter le même chemin que lui, préférant qu'elle s'oriente vers quelque chose de plus traditionnel et si possible de plus féminin. L'art graphique japonais est un monde d'hommes, les femmes n'ayant soi-disant pas la hargne nécessaire. Eiko Ishioka en est parfaitement consciente. Après avoir obtenu son diplôme de l'Université nationale des beaux-arts et de musique de Tokyo, Eiko Ishioka décide de ne pas suivre les conseils de son père et se lance donc elle aussi dans une carrière de graphiste. Souhaitant faire évoluer les mentalités de son pays, elle intègre ainsi en 1961 la société de cosmétiques Shiseido. Ne souhaitant pas promouvoir le cliché de la femme sage et soumise, elle en introduit une nouvelle image, vigoureuse, au grand corps et aux grandes expressions. En 4 ans, elle devient la première femme à remporter les prix les plus prestigieux du pays dans le domaine de la publicité. Ouvrant son propre studio, elle vient à travailler pour le compte de la chaîne de magasins Parco, déformant toujours un peu plus l'art traditionnel japonais et rendant la publicité plus éclectique, avant-gardiste et sensuelle. Elle ne montre même plus les produits, considérant qu'elle ne vend pas des marchandises, mais des ambiances, des émotions, une attitude. À l'image de cette célèbre publicité montrant l'actrice Faye Dunaway en train de manger un œuf. Au-delà de la publicité, ses talents s'illustrent dans bien d'autres domaines. Pochette de disque, elle réalise les différents visuels de l'album Tutu de Miles Davis en 1987, pour lequel elle reçoit un Grammy Award. Clip vidéo, en 2002, on la retrouve derrière la caméra pour le clip très remarqué de Cocoon, issu de l'album Vespertine de Björk. Théâtre, en 1988, elle se charge de la création des décors et des costumes de la pièce Monsieur Butterfly, qui lui vaudront 2 nominations aux Tony Awards. Cirque, en 2002, elle conçoit les costumes pour le spectacle Varekai du Cirque du Soleil. Jeux Olympiques, en 2008, c'est également elle qui réalise les costumes pour la cérémonie d'ouverture à Pékin, sans compter son travail dans la mode avec le créateur Issey Miyake, et dans l'architecture avec Arata Isozaki. Mais ce qui va nous intéresser tout particulièrement aujourd'hui, c'est bien entendu la contribution d'Eiko Ishioka au cinéma. À la fin des années 70, Eiko Ishioka commence à travailler à l'échelle internationale. Considérant son pays d'un point de vue extérieur, elle voit alors la culture traditionnelle japonaise d'un œil neuf, ce qui lui permet de combiner pleinement la culture occidentale à ses propres racines japonaises. En 1979, elle est ainsi chargée de concevoir une série de posters pour la sortie japonaise du film Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, ainsi que le visuel du livre Making of écrit par Eleanor Coppola. La rencontre avec Francis Ford Coppola s'avère déterminante puisqu'en 1985, on la retrouve sur Mishima, une vie en 4 chapitres, biopic singulier de Paul Schrader, évoquant la vie d'un des plus célèbres écrivains japonais, Yukio Mishima. L'écrivain, artiste, acteur et homme politique le plus célèbre du Japon, Yukio Mishima, se réveille le 25 novembre 1970. Il a 45 ans et s'apprête à se suicider selon le rituel du seppuku. Avant de commettre cet acte ultime, il se remémore sa vie, faite de traumatismes et de passion. Si le film a pu voir le jour, c'est notamment grâce au soutien financier de George Lucas et d'un certain Francis Ford Coppola, encore lui.
Œuvre assez unique dans son genre, le film se distingue notamment par sa narration ponctuée de flashbacks et son approche visuelle. Conjointement au directeur de la photographie John Bailey et au compositeur Philip Glass, Eiko Ishioka remporte le prix de la meilleure contribution artistique lors du Festival de Cannes de 1985 pour ses créations, à savoir les décors et les costumes pour lesquels elle combine objets et symboles japonais traditionnels au minimalisme des années 80. En 1987, Eiko Ishioka retrouve Francis Ford Coppola le temps du tournage d'un épisode de Fairy Tale Theater, série anthologique adaptant les contes de fées traditionnels. Coppola y poursuit la voie empruntée dans ses films récents, à savoir s'éloigner du réalisme pour se rapprocher du fantastique. Pour mener à bien sa vision, il fait alors appel à Eiko Ishioka, qui se charge de fournir au chef décorateur les concepts artistiques, des créations étranges et inquiétantes qui complètent à merveille la narration de Coppola. Quand ce dernier s'attelle à la production de son Dracula, pour lequel les costumes ont une importance capitale, c'est tout naturellement qu'il se tourne vers Eiko Ishioka, qu'il connaît bien et en qui il a une pleine confiance. Comme tous les grands artistes du monde, Eiko s'intéresse aux cultures autres que la sienne et, en s'immergeant dans ces cultures, elle réussit à créer des œuvres qui sont des mélanges uniques. Imaginant le film comme une adaptation sous LSD, le résultat de son travail dégage une atmosphère décadente et surréaliste à travers laquelle les mystères entourant chacun des personnages se révèlent. Bien déterminé à moderniser le personnage principal, Eiko Ishioka troque la célèbre cape noire de Dracula, dont il se sert pour cacher ses actions aux yeux des autres, pour une robe rouge cramoisie qui ondule derrière lui tandis qu'il rôde dans son château. Une impression de puissance renforcée par la mémorable armure rouge qu'elle lui conçoit également, semblable à un écorché. Dans les deux cas, la couleur rappelle le sang dont il a besoin pour vivre. Souhaitant brouiller la ligne entre l'humain et l'animal, Eiko Ishioka s'est énormément inspiré de la nature pour la conception des costumes. C'est notamment le cas pour le personnage de Renfield, interné en hôpital psychiatrique, dont la camisole rembourrée grise lui fait ressembler à un insecte. Pour le costume de chauffeur de diligence revêtu par Dracula, c'est le tatou qui a servi d'inspiration. Sur la robe de fête couleur menthe portée par Lucy Westenra, 2 serpents entrelacés y sont brodés comme symbole de son érotisme. Encore plus mémorable, sa robe de mariage s'inspire du fameux lézard australien à collerette qu'il déploie lorsqu'il se sent menacé. L'intention d'Eiko Ishioka avec la collerette en dentelle est de donner l'illusion que la tête de Lucy est séparée du reste du corps. Le collier qu'elle porte attire l'attention sur son cou, zone convoitée par Dracula. Si les vêtements de Lucy reflètent sa richesse et une sexualité libérée, ceux du personnage de Mina, professeur de classe moyenne, n'ont pas sa sophistication. Les robes de Mina sont plus traditionnelles, serrées et à encolure haute. L'étoffe et les couleurs révèlent une condition plus modeste et renforcent l'aspect virginal du personnage. Les motifs du corsage et du col mandarin, des branches de romarin, symbolisent l'amour et la fidélité, ou bien encore la mort, le deuil. L'encolure haute révèle un tempérament bien plus sage et plus acceptable dans une époque victorienne où la femme n'a pas vraiment son mot à dire. La différence avec la robe de Lucy est encore plus frappante avec la robe de mariée que porte Mina quand elle épouse Jonathan Harker. Une image conservatrice qui volera en éclats avec la robe qu'elle porte quand Dracula parvient finalement à la séduire. Avec son large décolleté et ses manches 3/4, Mina se dévoile davantage. La couleur rouge sang renvoie à la passion qui les lie et qui ne saurait être contenue. N'ayant jamais vraiment travaillé sur un projet de l'envergure du Dracula de Coppola, Eiko Ishioka relève le défi haut la main en créant nombre de costumes mémorables pour des personnages pourtant bien familiers, un travail récompensé à juste titre d'un Oscar.
À la fin des années 90, alors qu'il s'apprête à réaliser son premier long métrage, Tarsem Singh, plébiscité pour ses clips vidéo et ses publicités, se met en tête de faire appel à Eiko Ishioka, appréciant son engagement et sa singularité, et tout particulièrement son travail sur Dracula. Bien que très demandée, elle accepte, marquant ainsi le début d'une collaboration qui s'étendra sur 4 films et lui permettant de faire la connaissance de son futur mari, le producteur, scénariste et acteur Nico Sultanakis, un ami de Tarsem Singh. Dans The Cell, le personnage interprété par Jennifer Lopez doit s'introduire dans l'esprit violent et torturé d'un tueur en série afin de résoudre un crime. Si la costumière April Napier est chargée de la partie du film se déroulant dans le réel, Eiko Ishioka conçoit les combinaisons utilisées dans le laboratoire et les costumes apparaissant dans les séquences de rêve. Le début du film voit le personnage de Catherine arborer une robe blanche à col montant et à plumes, digne d'une princesse. Se déroulant dans l'esprit d'un enfant, ce dernier imagine Catherine comme l'héroïne vêtue d'un blanc immaculé, contrastant avec le paysage désertique qui les entoure. Concernant la combinaison portée par Catherine et ses patients, semblable à la texture intérieure d'un corps, elle n'est pas sans rappeler celle que portait Dracula. Retenue comme objet sexuel dans l'univers cauchemardesque du tueur, l'idée d'Eiko Ishioka est de concevoir un costume faisant ressortir à la fois l'érotisme et le malaise de Catherine. Elle l'affuble donc d'une robe transparente, d'une grande perruque noire et rouge et d'un étrange collier rigide en plastique. L'un des costumes les plus marquants est celui porté par Karl Starger, le tueur du film, dans sa vision idéalisée de lui-même. Aux anneaux plantés dans son dos est rattachée une immense cape violette, couleur souvent associée à la royauté, au pouvoir et à l'ambition. Complété par le rouge et le noir du reste du costume, l'ensemble est particulièrement marquant. Plus tard, c'est dans un vêtement vert et or, aux manches en accordéon, que Starger apparaît. Puis dans un costume reptilien. Lors de l'affrontement final, Catherine porte une armure avec poitrine et cou dégagés, une robe transparente couleur vin reposant sur un torse sculpté noir en cuir. Le but étant de rendre le costume féminin et moulant, le cuir a été préféré au plastique généralement utilisé pour ce type d'armure. Selon Eiko Ishioka, c'est le seul costume pour lequel le réalisateur lui a demandé de refaire le design. Pour The Fall, chef-d'œuvre que je vous recommande absolument et qui fera l'objet d'une prochaine critique, Tarsem Singh décide de limiter la direction artistique aux paysages et aux costumes. Le monde entier sera sa toile. Film au tournage épique et à la beauté à couper le souffle, The Fall raconte la rencontre dans un hôpital entre le cascadeur de cinéma Roy Walker, paralysé à la suite d'une chute, et Alexandria, âgée de 5 ans, qui s'est cassé la clavicule en cueillant des oranges avec ses parents immigrés. Roy commence à raconter à la fillette une histoire de héros masqué, manière astucieuse de manipuler l'enfant pour qu'il lui vole les comprimés de morphine dont il a besoin pour se suicider. Pour sa moitié supérieure, le costume du bandit masqué s'inspire de la tenue militaire portée par les hussards. Le masque rouge s'inspire des borégués, masques portés dans le sud de l'Iran par les femmes de la communauté Bandari. Le chapeau et les jambières se rapportent directement au monde réel et à la tenue de cow-boy que Roy portait le jour de la cascade qui a failli lui coûter la vie. Pour le personnage d'Ota Benga, ancien esclave, les inspirations du costume sont africaines. Son bonnet en bois ressemble au bonnet à cornes de certaines régions d'Afrique de l'Ouest. Dans le film, le personnage de Charles Darwin recherche un papillon rare. Son manteau de fourrure est conçu pour y ressembler et pour faire référence à sa formation de scientifique et de naturaliste. Pour le personnage de Luigi, expert en explosifs, le costume est de couleur jaune, rouge et orange, les couleurs du feu.
On retrouve d'ailleurs des flammes rouges au dos de son manteau. Les soldats du gouverneur disposent d'une armure assez effrayante, elle renvoie à la tenue que portent les techniciens en radiologie dans l'hôpital. Parmi les plus beaux et les plus emblématiques costumes du film, il y a bien sûr ceux portés par Sir Evelyn. Le premier d'entre eux, d'inspiration japonaise, est une sorte de kimono couvert de motifs de fleurs de lotus, complété par une coiffe également ornée de fleurs de lotus et d'un masque éventail. La fleur de lotus représente la pureté, la renaissance et le triomphe sur les obstacles. Le second costume est une robe de mariée. Il était parfois difficile pour les acteurs de porter les costumes des Iko, ils étaient lourds et contraignants et il fallait 3 personnes pour porter un manteau. Mais regardez le film à la fin, personne d'autre ne pourrait avec autant de succès assembler 2 choses qui ne vont pas ensemble. Des Jeux Olympiques aux dieux de l'Olympe, il n'y a qu'un pas que Eiko Ishioka franchit en 2011 en collaborant de nouveau avec Tarsem Singh sur l'épopée fantastique à gros budget Les Immortels, inspirée librement de plusieurs mythes grecs. Même si elle ne dirige pas le navire, Eiko Ishioka trouve une grande satisfaction créative en travaillant en équipe. Après avoir dessiné une dizaine de versions pour un costume, elle discute avec le réalisateur de la direction à prendre jusqu'à trouver un consensus, une synergie collaborative qui s'avère payante à chaque fois. Dans Les Immortels, le roi de Crète Hyperion sert les desseins maléfiques de ses ancêtres les Titans, les ennemis de toujours des dieux de l'Olympe. Ses armées sèment la désolation en Grèce et sont à la recherche du légendaire arc d'Épire, une arme au pouvoir considérable. Le possesseur de l'arme serait capable de libérer les titans du Tartare où les dieux les ont emprisonnés jadis. Hyperion est déterminé à trouver l'arc et à libérer les titans pour renverser les dieux de l'Olympe. Inspirés par les poignées de paniers creuses et filigranés des rapières du XVIIe siècle, les vêtements des dieux sont conçus pour être translucides, comme des cages dorées pour le corps, soulignant l'immortalité du personnage et la futilité de porter une armure traditionnelle. Parmi les casques les plus mémorables, celui d'Arès, le dieu de la guerre, en or massif avec un mohawk de lame d'épée. Thésée, le héros du film, revêt une armure avec des intestins sculptés sur le torse. Le roi Hyperion arbore un casque avec des pinces de crabe qui ressemblent à des cornes sataniques lui sortant de la tête, tandis que son visage semble émerger de la bouche d'un oursin primitif. Pour leur 4e collaboration, Tarsem Singh et Eiko Ishioka travaillent sur une nouvelle version de Blanche-Neige, Mirror Mirror en VO. Le film entend dépoussiérer l'œuvre originale, l'occasion pour Eiko Ishioka, une fois n'est pas coutume, de livrer des créations plus hallucinantes et surréalistes les unes que les autres, transformant le conte popularisé par les frères Grimm en une expérience cinématographique spectaculaire et visuellement époustouflante. Pour mener à bien cet énorme projet, il a fallu réaliser 400 costumes, en acquérir et en modifier 600 autres, créer les masques, les bijoux et les chapeaux. Après l'approbation de ces croquis, Eiko Ishioka a fait confectionner les vêtements des personnages principaux dans 4 boutiques de New York. Pour le reste de la distribution, les vêtements ont été confectionnés dans sa boutique de Montréal en faisant appel à des artisans locaux. Parmi les pièces maîtresses du film, on trouve la robe de la reine Clémentiana, portée par Julia Roberts, et celle de Blanche-Neige, portée par Lily Collins, toutes 2 faites à la main, nécessitant pour l'une d'elles jusqu'à plus de 30 mètres de tissu, avec d'énormes cages métalliques et des corsets en dessous. La robe de mariée, pièce de résistance de la reine, pèse 27 kg et mesure 2,50 m de diamètre. Pour la première apparition de Blanche-Neige, la volonté d'Eiko Ishioka est de marquer sa connexion avec la nature, d'où cette robe avec des colibris brodés, des papillons et des fleurs. Pour la robe de bal costumée, les ailes de cygne indiquent un désir de liberté et d'échapper à l'emprise de la reine. Pour son dernier costume du film, Blanche-Neige revêt une robe de mariée bleue et orange qui la fait ressembler à un paquet cadeau. Initialement en rouge et bleu, il a été changé en orange à la dernière minute pour éviter les comparaisons avec le personnage de Disney. Pour la reine, les costumes ont des épaules fortes et pointues, des cols hauts et des couches de tissu tranché autour du cou pour donner une sensation de puissance et de danger.
à l'image de la fameuse robe rouge appelée robe de Pan par Eiko Ishioka, car à sa vue toute concurrence s'efface. Jonglant entre son traitement pour le cancer et la conception des costumes du film, sans jamais fléchir sa productivité, Eiko Ishioka n'eut malheureusement pas le plaisir de voir le résultat sur grand écran. Emportée par la maladie avant la sortie du film en début d'année 2012, elle recevra notamment une nomination posthume aux Oscars.